Feed qui nous rejoint avec 2 œufs, Feed et son fondateur Anthony Bourbon, alors qui casse tous les codes de la nourriture, en tout cas pour nous, ou d'abord pour nous français, puisque c'est une poudre, il n'y a pas que ça, mais bon, on va s'arrêter donc d'abord sur la poudre, qui est dans une petite bouteille, à moitié remplie évidemment, parce qu'il faut pouvoir mettre de l'eau à température. On est dans un monde voilà, qui fait attention, écolo et tout ça. Anthony, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Fred Simetel donc, est resté avec moi. Anthony, il faut nous raconter l'histoire Feed, comment ça vous est venu et est-ce que vous pensez que ça cartonnerait autant même chez vous en France? Feed, c'est une histoire folle, une histoire française qui a commencé en janvier 2017. On sortait d'études, on n'avait pas le temps de bien manger, on sautait régulièrement des repas, on a cherché des alternatives. On a vite compris qu'il y avait uniquement des produits de régime sur le marché. C'est pas ce qu'on recherchait. Nous, on avait juste envie d'avoir un repas complet, équilibré, pas cher, rapide, pratique. Et quand on a vu qu'il n'existait pas, on a décidé de le créer avec des ingrédients naturels, équilibrés, avec un index glycémique très bas, ce qui nous permettait de répartir les nutriments pendant de longues heures sans avoir faim. Et de cette idée est né Feed, une food tech qui a très vite attiré à la fois les investisseurs mais aussi les consommateurs parce qu'on répondait à un besoin qui était simple, qui était évident. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir manger ce matin, ce midi, ce soir? On se pose tous la question et du coup on a élaboré une 50aine de recettes à la fois en bouteille, en bar, en shaker, en liquide de manière à offrir des solutions toujours plus pratiques aux consommateurs. Parce que des poudres à mélanger ou des bars, j'imagine que ça existait avant vous. Sauf que comme vous l'avez très bien dit, c'était dans le cadre de régimes. Des régimes, j'en sais rien, protéinés ou sans ceci, sans cela. Vous, c'est pas du tout le cas. C'est pas un régime. C'est pas un régime, c'est un repas complet. Il y a 100% des besoins nutritionnels qui sont dans un feed. Donc le but c'est pas de perdre du poids, c'est pas d'en gagner non plus, c'est simplement de faire un repas, entrée, plat, dessert, dans des conditions optimales et pour ne pas avoir faim jusqu'au prochain repas. Sans lait, sans gluten et bio, c'est le seul truc qui vous manquait. Tous vos clients, enfin beaucoup de clients vous le réclamaient et depuis quelques mois, c'est possible. Et d'ailleurs, vous êtes adjoint les services quand même d'un chef étoilé, Thierry Marx. Donc là, vous cochez vraiment toutes les cases. Là. Exactement, on avait envie d'aller encore plus loin dans le cahier des charges qui était déjà très précis, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, fabriqué en France. Et travailler avec un grand chef comme Thierry Marx, doublement étoilé, nous a permis de démontrer qu'il ne fallait pas opposer la nutrition traditionnelle et la smart food, mais au contraire les aligner et les associer d'une manière intelligente afin d'apporter des solutions complémentaires puisqu'elles ne répondent pas aux mêmes besoins, aux mêmes exigences. Et le chef Marx l'a immédiatement compris, donc on est ravis d'avoir pu travailler avec lui. Frédéric. Thierry Marx, c'est parce que c'est le côté innovant, parce qu'on sait que lui c'est un adepte notamment en cuisine moléculaire et tout ça. Il y a c'est lui ou ça aurait pu être des chefs plus traditionnels C'était important que le partenariat fasse un maximum de sens et qu'il soit le plus honnête possible. Donc c'est la première personne à qui on a pensé et vu qu'il a été séduit immédiatement, c'était parfait, tout le monde était content. C'est intéressant ça, il vous a choisi comme vous l'avez choisi quoi. Exactement, on a eu un ami en commun qui nous a présenté, on lui a parlé du projet et immédiatement il a dit mais si j'avais le temps, j'aurais créé une barre qui répondait à tous ses besoins. C'est quelque chose que moi je comprenais puisqu'il travaillait beaucoup dans le sport, dans le milieu du judo avec les jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Quand on a envie de manger vite et bien, c'est soit du snacking bourré de sucre, soit un fast-food. Et lui avait envie d'apporter des solutions qui soient saines, intelligentes et à bas prix. Bon, là, vous m'offrez un début de réponse, mais et pardon, vous avez déjà posé 10 fois la question sur BFM Business, mais à tous ces millions de gens qui vous disent non mais nous on est français, c'est pas possible, c'est une hérésie, un déjeuner, enfin un repas en général, petit déjeuner ou dîner, je me pose, je m'assois, je prends une demi-heure, 3/4 d'heure et généralement je ne suis pas tout seul. Vous leur répondez quoi à ces gens-là? Tout simplement que la réalité, elle est plus triste qu'elle y paraît. Les gens ne prennent plus le temps de bien manger. Ils mangent des fast-food, ils mangent des salades sans intérêt, des sandwichs industriels qui n'ont rien d'équilibré et qu'il ne faut pas bloquer notre futur par la projection de notre présent. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a l'habitude de manger du foie gras, du porc, du poulet à tous les repas matin, midi, soir que c'est quelque chose d'équilibré pour le reste de l'humanité. Ouais. L'humain a souvent tendance à penser que sa conception
conception de l'alimentation est la bonne. Malheureusement, l'ethnocentrisme n'a jamais réussi à grand monde. Il faut parfois se poser les bonnes questions, regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de trouver des solutions qui sont pérennes à la fois pour son alimentation personnelle, mais aussi pour l'écosystème qui nous entoure, parce qu'en tant qu'humain, c'est de notre responsabilité de se poser les bonnes questions. Oui, on dit ça et en même temps vous êtes ici, pour l'anecdote, on est tous plutôt à manger vite, rapidement sur le coin de notre bureau, donc c'est vrai que ces produits-là répondent davantage. Nous, à Volontaine, on va rarement se faire une petite brasserie, on n'a pas trop de temps. Deux questions. La première, au niveau des investisseurs, là, juste avant vous, on avait Digital Food Lab qui parlait de... Alors, on se demandait, on parlait d'un marché, il y avait un double jeu de mots en ébullition, c'est-à-dire plein de levées de fonds, ou alors est-ce qu'il y avait une bulle? Donc est-ce que vous sentez un peu ce phénomène-là? Et d'ailleurs, lorsque vous êtes approché, j'imagine, par des industriels, des investisseurs et tout ça, comment ça se passe? Et la deuxième chose, est-ce que c'est un marché aussi très réglementé? Est-ce que ça peut être un frein? Parce qu'on imagine, voilà, on joue quand même la nutrition, la santé, même si vos produits, c'est pas des produits en pharmacie, on les trouve dans les rayons de la grande distrie. Voilà, Monoprix maintenant, enfin, partout. Mais voilà, il y a quand même des contrôles sanitaires, il y a tout ce genre de choses. Donc voilà, donc la première question, les bulles, la deuxième, l'histoire des réglementations. Les bulles, absolument pas. La France est même en retard par rapport à de nombreux pays. Je pense que c'est assez évident dans le rapport que Digital Food Lab a proposé aujourd'hui sur la food tech. La France est très présente pour investir dans ce qu'on appelle l'early stage, les débuts d'une société. Donc la France arrose énormément. Par contre, ça se complique quand il faut aller chercher des gros tickets. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 millions d'euros, il n'y a plus d'investissement en France, ou très peu. Vous avez levé 15 millions il n'y a pas longtemps. Ouais, on a levé plus de 20 millions au total quand on prend l'intégralité de nos tours de table. La réalité, c'est qu'au début, tout le monde vous appelle, tout le monde veut investir parce qu'en France, on aime bien les petits tickets où on imagine qu'il va y avoir de gros rendements. Sauf que quand il s'agit de dégainer du 20, 30, 40 millions, il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Et pourtant, c'est un vrai frein parce que la France est un marché trop petit pour se suffire à lui-même. Contrairement à la Chine ou aux États-Unis, il faut absolument internationaliser. On a 60 millions d'habitants. Avec 60 millions d'habitants, on ne fera jamais des centaines de millions d'euros. Et c'est une question pour vous là ou pas, Fid, aujourd'hui? C'est une question pour nous. Vous préparez déjà le prochain tour de table où il faudra trouver des poches profondes et des investisseurs qui n'ont pas froid aux yeux, quoi. Exactement, et c'est vrai que ça se fera avec des acteurs étrangers, très vraisemblablement. On est contacté assez régulièrement par des Américains, par des Anglais, par des Asiatiques, parce qu'ils savent pertinemment que les Français, les fonds français ne suivent pas passer les 20-30 millions d'euros. Donc c'est une question qu'on est en train de négocier avec eux. Il est évident qu'il faudra internationaliser le développement de Feed, et c'est ce qui est prévu dans les prochaines semaines. Et sur la réglementation, la sanitaire, tout ça, aujourd'hui ça se passe bien, il n'y a pas de frein à la croissance, parce que souvent on reproche à la France, dès qu'on touche un peu à la santé, à l'alimentation et tout ça, de mettre un peu des barrières dans la conception des produits, il faut que ça réponde à tout un tas de normes qui freinent parfois la croissance. C'est vrai que c'est assez compliqué en France aujourd'hui d'innover. Dès qu'on a un format qui est un petit peu rupturiste, avant-gardiste, ça pose énormément de questions. On a beaucoup de convocations, on doit beaucoup se justifier, on doit expliquer pourquoi nos produits sont sains, pourquoi ils ne présentent aucun risque. Mais après, c'est vrai que c'est aussi un gage de qualité pour le consommateur final. Donc nous, ça nous va bien, on préfère parfois mettre un peu plus de temps à sortir un produit, mais être persuadé de respecter toutes les normes, de manière à pouvoir ensuite scaler le business, comme on dit dans les startups, c'est-à-dire le grossir, le faire exploser. Et c'est aujourd'hui notre force d'avoir plus de 50 produits prêts à être internationalisés. Sans tomber dans le téléachat, là vous êtes venu avec 2 produits. On a quoi là? Il y a un truc au chocolat et un produit aux fraises, c'est ça? Fraises basilic? Exactement, c'est la gamme Thierry Marx, la gamme bio. Vous avez juste à rajouter de l'eau, à secouer pour avoir un repas complet. Et ça, c'est le prêt à boire, les nouveaux formats qui sont déjà liquides. Donc il n'y a même pas besoin de rajouter de l'eau est déjà à l'intérieur. Vous pouvez le consommer immédiatement, donc c'est vraiment 2 formats pratiques. Vous nous les décrivez là dans le produit Thierry Marx bio, il y a quoi? C'est à quoi? C'est à quel goût? C'est que des ingrédients sains, naturels. Là c'est fraises basilic, il va y avoir du millet, il va y avoir de la farine de riz, de la farine de châtaigne, il va y avoir du lait de noix de coco, du sucre d'agave, des graines de tournesol, du lin jaune, la farine de riz, fraises lyophilisées. Tout ça c'est bio? Tout que du bio. Ça coûte combien la bouteille? Ça commence à partir de 5-6 euros sur le site internet. Plus vous achetez, plus les prix sont dégressifs. Et ça permet aujourd'hui de se faire vraiment plaisir avec un produit qu'on ne peut plus sain. Question côté pub, marketing, tout ça, donc parce que la marque elle fera, on connaît, on est dans le secteur, donc on vous connaît évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'il faut passer, justement quand vous parlez de passer à la scale-up, c'est d'être, tiens ce soir il y a des matchs de foot sur d'autres chaînes du groupe
d'ailleurs, est-ce que c'est pas le moment d'avoir un porte-drapeau, un Kylian Mbappé qui va dire je me nourris qu'avec ça ou C'est rigolo que vous en parliez parce qu'on discute avec 2-3 personnes en ce moment dans le milieu. Il est évident qu'il va falloir faire connaître la solution au grand public. Notre objectif, c'est pas d'adresser un marché de niche, mais vraiment un produit mass market grand public. Et des personnes très connues dans le milieu du sport notamment peuvent aider à démontrer que le produit est sain, efficace. Et il y en a d'ailleurs un grand nombre qui l'utilisent durant leurs entraînements. Et Thierry Marx est bien placé pour le savoir puisqu'il consommait du feed lui-même avant de nous rencontrer. On parle du judo, donc on va aller chercher des champions de judo. Vous êtes distribué dans combien de points de vente, Anthony? Plus de 2500 points de vente en ce moment chez Franprix, Monoprix. Rien qu'en France. Voilà, rien qu'en France. Pas encore exporté. Pas encore exporté, là on est en plein dedans et on devrait annoncer de belles... Ça a moins de 2 ans, t'imagines Frédéric, ça fait déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est allé super vite. Non, puis vous avez bien fait de le dire au début parce que tout de suite, ceux qui connaissent pas peuvent tout de suite penser que c'est des produits de nutrition, enfin voilà, pour, comme disait Sébastien, parce que pour des régimes protéinés, tout ça, et de dire que c'est des repas complets. Et je pense que ça, c'est l'axe de votre communication. Je pense, doit beaucoup porter là-dessus pour que les gens ne se laissent pas, j'allais dire tromper, c'est pas ça le message, mais ne pensent pas qu'avec ça, c'est pour maigrir, c'est pour se faire des muscles, je ne sais quoi. Merci beaucoup Anthony, vous revenez quand vous voulez, donc Feed, Anthony Bourbon avec nous ce soir, son cofondateur, l'Actu Tech revient dans un instant, tout de suite.